Bonjour à tous, bienvenue dans la section 2.3 du cours numéro 5. C'est ici on vient voir 2.3, donc la numérotation réfère toujours au code GitHub, c'est les conditions if-else. Mais avant même de parler de la syntaxe du if-else en JavaScript ou dans un autre langage, je veux vous parler de l'idée d'un algorithme. Okay? On a introduit ça au début du cours. J'ai dit quelque chose qui a peut-être provoqué certaines personnes. J'ai dit le JavaScript, c'est le premier langage de programmation qu'on va étudier pendant la session, alors qu'on est rendu au cours 5 et qu'on a vu le HTML et le CSS. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit que ça prenait la capacité d'écrire des algorithmes pour qu'on puisse parler d'un langage de programmation. Et là, j'aimerais ça vous montrer deux algorithmes à très haut niveau. Okay? On ne va pas entrer dans les détails techniques. Deux exemples d'algorithmes que vous connaissez sans les connaître. Okay? Donc, le premier, c'est Dijkstra. C'est comme ça que ça se dit en anglais. C'est l'algorithme qui permet de... un des algorithmes, parce qu'il y en a plusieurs, il y a des versions améliorées, plus performantes, plus complexes, mais un des algorithmes classiques qui permet de calculer la distance la plus courte entre deux points. Donc, imaginez, vous ouvrez Google Maps, vous allez, je ne sais pas, au McDonald's le plus proche de chez vous, et là, il y a une distance qui est trouvée, 1,6 km, voici le chemin. Okay. Derrière ça, il y a un algorithme qui a optimisé pour vous le trajet et c'est fort probablement une version dérivée de l'algorithme de Dijkstra. Donc là, ici, on ne va pas entrer dans les détails techniques, comme j'ai dit. OK, c'est quoi cette notation-là? Big O. Et là, vous pourriez aller voir les différentes étapes. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que cet algorithme-là définit la fameuse recette de cuisine dont je vous ai parlé au début du cours. Donc, il y a des étapes très claires. Il faut marquer tous les nodes. On ne sait pas c'est quoi ici un node, mais quand on avance en programmation et on parle de graphe, on sait c'est quoi un node, mais ce n'est pas important. L'étape 1, on marque tous les nodes non visités et là, on crée un set. Okay, c'est une structure mathématique et blablabla. On fait quelque chose. Ensuite, à l'étape 2, on fait quelque chose d'autre. À l'étape 3, on fait quelque chose d'autre. Et là, on fait tout ça jusqu'à l'étape 6. Il y a une partie qui se répète, go back to step 3, donc une partie avec de la répétition. On verra que c'est un des blocs en algorithmie. Et lorsqu'on a terminé les 6 étapes pleinement, on est certain, on est garanti d'avoir trouvé la distance la plus courte entre deux points. Alors, notre algorithme, c'est notre recette de cuisine, des étapes claires, une suite, comme on a vu précédemment, non ambiguë et finie d'opérations, avec un résultat qui est, on dirait, prédictif en français. Okay? Donc, déterministe serait le terme en anglais. Donc voilà, ça c'est un exemple de recette de cuisine d'un algorithme classique en programmation et que vous connaissez par la bande parce que vous utilisez des applications comme Google Maps ou Waze. Un deuxième, l'algorithme, ici je ne suis pas certain si je vais le dire comme il faut, de Loon, okay? Loon, c'est l'algorithme qui permet de valider si une carte de crédit est valide, qui permet de tester si une carte de crédit est valide. Alors, on prend les numéros d'une carte, on fait cette manipulation, OK, ici, compute the sum of some digits, on multiplie par 9, on fait ici un mode 10, blablabla, OK, il y a plein d'étapes, je ne les connais pas par cœur, je n'ai jamais eu moi-même à implémenter ça dans le cadre d'une application de production, alors je ne suis pas expert du tout avec l'algorithme, mais l'idée ici, c'est de vous dire qu'il y a une suite claire d'opérations. Okay. Et à la fin de cette suite-là, de cette recette de cuisine-là, vous êtes garanti d'avoir un résultat qui est conforme, okay, qui est déterministe. Et là, bon, on peut lire un peu plus en détail, on peut voir une implémentation, on appelle ça du pseudocode, donc c'est pas tout à fait du code, mais c'est pas juste des mots, c'est à mi-chemin entre les deux. Et c'est un deuxième algorithme que vous connaissez sans le connaître, parce que quand vous utilisez une carte de crédit, c'est en arrière-plan. Alors, voici deux exemples d'algorithmes. Et ici, okay, ce n'est pas un exemple d'algorithme, mais je vais vous parler de quelque chose d'important. Et ça, je l'ai compris après plusieurs années. Donc, si je peux vous en parler tout de suite et vous aider à comprendre, tant mieux. En algorithmie, okay, et parenthèse, Khan Academy, excellente ressource pour tout ce qui est science. En algorithmie, il y a 3 building blocks, donc 3 blocs unitaires qui permettent de construire un algorithme. Et après ça, il y a toutes sortes de techniques qui rendent cette construction-là plus facile, plus élégante, plus facile à maintenir. Mais à la base, il y a l'idée d'une séquence, donc étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6. Donc c'est l'ordre de nos étapes. Ensuite, il y a ce qui s'appelle la sélection, ou on pourrait appeler ça la condition.
Il pourrait avoir étape 1, étape 2, mais à l'étape 2, si quelque chose est vrai, on saute à l'étape 4, sinon on va à l'étape 3 et on ignore l'étape 4. Donc, on n'est pas obligé de faire les étapes dans le même ordre à chaque fois. Okay? Donc, la sélection des étapes ou la condition. Et le troisième bloc unitaire, c'est l'itération. Comme on a vu là, tout à l'heure pour l'algorithme de Dijkstra, l'itération, ça serait, exemple, on fait 1, ensuite, pour tous les mots dans un certain dictionnaire de mots, on fait A, B et C et on répète comme ça les étapes A, B et C de 2 tant et aussi longtemps qu'on a une certaine condition qui est remplie. Okay? Donc, l'itération, la répétition serait le troisième bloc unitaire. Et c'est tout. Okay? Avec ces trois idées-là, on est capable de construire n'importe quel algorithme. Après ça, il y a des manières plus simples. Disons, je reviens ici. Pour la séquence, si on sait qu'on va faire toujours une certaine séquence 2, 3, 4, et plus tard, on va faire 2, 3, 4 à nouveau, après avoir fait, disons, 5, 6, on pourrait créer une fonction pour mettre 2, 3, 4 ensemble, appeler la fonction, donc c'est plus élégant, c'est plus facile à maintenir. Ensuite, on peut structurer les données de manière plus appropriée avec les bonnes structures de données. Il y a des cours là-dedans en informatique, ça s'appelle Data and Algorithms, okay, ou Data Structures and Algorithms, où c'est ça, c'est l'étude des structures de données et des algorithmes. Cette introduction-là étant faite, okay, c'est important de faire l'introduction pour que vous ne pensiez pas que ce que je vous montre, c'est juste, OK, on va prendre un petit peu de temps pour faire quelque chose. Non, c'est à la base même de l'écriture d'algorithmes, et l'écriture des algorithmes combinée avec les structures de données, c'est la base de la programmation. Okay, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la sélection. Je veux pas, okay, tout ce qui est séquence, on le fait déjà naturellement. On pourrait parler d'idées plus avancées, mais quand on écrit nos lignes de code, je vous ai mentionné plus tôt, c'est toujours lu de manière séquentielle. Okay, donc, oui, là, je sais qu'il y a des fonctions, il y aurait des manières plus optimales d'organiser ça, mais le séquencement ou la séquence, c'est quelque chose qu'on va déjà faire par défaut. Donc, regardons ensemble la sélection. Moi, dans le cadre du cours, je vais appeler ça la condition. Okay, c'est la possibilité d'avoir des branches différentes dans l'exécution de notre code. Donc, je reviens ici. Et là, je vais fermer Khan Academy, là, mais c'est un bel article si jamais vous voulez le lire. Ça donne une bonne idée des blocs unitaires en algorithmie. Donc, je viens dans la diapo ici. Et nous, okay, notre algorithme, notre recette de cuisine va vouloir déterminer le montant final pour une commande Amazon. Donc, il va y avoir un montant de base pour l'item qui est acheté. Disons qu'il y a juste un item. Et ensuite, on arrive à un certain point dans notre recette où on veut savoir si on charge la livraison à 14,99 ou si la livraison est gratuite. Et pour réussir à trouver la bonne branche, il y a un test qui est fait. On regarde si l'utilisateur ou l'utilisatrice est membre d'Amazon Prime. Okay? Si oui, livraison gratuite. Sinon, on charge la livraison. Et là, il y a plein de tests comme ça qui sont faits qui en arrière-plan. Si vous ouvrez Facebook, si vous ouvrez Amazon, Shopify, n'importe quoi. Okay, est-ce qu'il y a un inventaire? Oui, si l'inventaire est plus grand que 0, le produit est disponible. Sinon, le produit n'est pas disponible. C'est un autre message qui est affiché. Est-ce que vous êtes connecté? Vous n'êtes pas connecté? Oui, parfait. Est-ce que le magasin offre tel feature, tel autre feature? Oui, parfait. Donc, la condition, c'est tellement partout qu'on oublie ou on ne réalise pas nécessairement qu'elle est là quand on n'est pas familier avec cette idée-là. OK, alors, très, très, très fréquent. On va regarder comment la syntaxe JavaScript nous permet d'exprimer cette condition-là ou cette sélection-là. J'ouvre mon code ici. J'ai un fichier description.txt. Donc, je vais faire ce qu'on a déjà fait. Je crée index.html. Je mets en place le template de base. Démo 2.3, la condition. Ici, avec mon meta tag, je vais lier mon fichier JavaScript app.js que je crée à l'instant. Nouveau fichier app.js. Je fais juste un petit console.log 2.3 condition. Sauvegarde. Je vais charger mon fichier HTML dans le navigateur. J'ouvre ma console. Je vais agrandir un peu ici. 2.3 conditions. Tout fonctionne bien. Donc, imaginez que vous avez toutes sortes d'étapes préalables, peu importe c'est quoi. Je pourrais ici définir une nouvelle variable que je vais appeler prix
de base est égal à 100$. Okay. Et tantôt, je vous montrerai quelque chose d'intéressant. Okay? Là, je vais créer plusieurs variables distinctes, mais je pourrais avoir une seule variable et assigner du nouveau contenu à l'intérieur comme on a fait. Mais là, je vais créer une seule variable. J'ai variable prix de base, ou attendez un petit peu, on va faire quelque chose de plus intéressant. Je vais dire variable prix item 1 est égal à 100. Une deuxième variable, prix item 2 est égal à 50$. Et là, vous devez vous assurer d'avoir compris là, les variables, les nombres, tout ce qu'on a vu précédemment. Et on arrive à notre décision, à notre sélection dans notre algorithme. Dans un instant, var prix total est égal à prix item 1 plus prix item 2. Et comme on a dit, vous ne devez pas penser à ce signe d'égalité-là comme un test d'égalité ou est-ce qu'on compare ce qui est à gauche avec ce qui est à droite. Vous devez absolument penser ici à une assignation. Donc, on commence par la droite, prix item 1 plus prix item 2. Ça donne 150 et on assigne le résultat final. Ici, dans ce cas-ci, à une nouvelle variable parce qu'on a le mot-clé variable. Dans le cadre du cours, on n'utilisera pas let et const pour constante. Donc, une nouvelle variable globale qui est prix total. Et faisons un console.log pour nous assurer que tout fonctionne. Console.log 150. On arrive à notre sélection. Et là, je vais vouloir faire un test. Okay. Si le client, je dis le client pour rester simple, mais ça pourrait être la cliente, donc c'est juste un terme neutre. Si le client est membre d'Amazon Prime, je veux dire, la livraison est gratuite. Sinon, ajouter, je vais le mettre à l'infinitif, ajouter 14,99 au prix total. Et là, après la condition, ma dernière étape dans ma recette de cuisine, dans mon algorithme, ça va être afficher. En fait, regardez ça, je vais ajouter les taxes et afficher le montant final. Alors là, ces deux étapes-ci sont partagées. Ce n'est pas conditionnel au test d'Amazon Prime. Donc, ce qui est conditionnel, c'est la livraison gratuite ou l'ajout d'un montant de livraison, mais ceci devra venir après ma sélection. Donc, si vous pensez à tout à l'heure, ça pourrait être l'étape 1, 2, 3 ici, on aurait 4 ici qui serait conditionnel, on aurait 5 ici, 6 et 7 qui s'exécutent toujours. Donc, si le client est membre d'Amazon Prime, la livraison est gratuite. Là, je vais mettre en commentaire, parce que bien évidemment que ce ne sont pas des commandes valides autrement. On doit traduire cette sélection-là, cette condition-là, avec une syntaxe appropriée, que je vous montre à l'instant. If, si, OK, if. On va faire un test entre les parenthèses, j'y reviens dans un instant, avec les accolades. Sinon, quelque chose s'exécute. Donc, si le client est membre d'Amazon Prime, sinon, quelque chose d'autre. Et pour bien comprendre le if-else, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Okay? Avant même d'écrire des morceaux de code là, sans savoir pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, il faut comprendre que ce qui est à l'intérieur des accolades du if sera exécuté si ce qu'on met à l'intérieur des parenthèses est true, est vrai. Et c'est pour ça qu'on a introduit le type de données booléen, ou les booléens précédemment. Si je fais un test, si ce qui est à l'intérieur est vrai, et que je mets la valeur vraie à l'intérieur, c'est certain que le test va être vrai, parce que j'ai mis la valeur vraie, j'ai forcé le test à être vrai. Donc, j'ai forcé l'expression à l'intérieur des parenthèses à être vrai. Donc, c'est certain que ce qui est à l'intérieur de mes accolades, ici, va s'exécuter. Console.log, ici, je vais mettre branche vrai. Et ici, console.log, branche fausse. Ce qui est à l'intérieur des accolades qui suivent le else s'exécutera seulement si notre
expression de test est fausse. Et là, ici, c'est impossible qu'elle soit fausse parce qu'on a forcé, on a contraint le test à toujours être vrai. Tantôt, on verra comment on peut faire des tests plus intéressants. On pourrait dire, est-ce que le prix total est plus grand que quelque chose ou est-ce que l'utilisateur est membre? Parfait, on fera des vrais tests, mais là, j'ai forcé la valeur à toujours être vraie. Donc, je devrais absolument voir ce qui est à l'intérieur de mes accolades s'afficher. Branche vraie. Et là, ici, je peux mettre une ligne, mais je peux mettre 50 lignes, je peux mettre 1000 lignes tant et aussi longtemps que je suis entre les accolades. Je pourrais mettre console.log, test. Et là, je mets juste des console.log, mais en réalité, je pourrais avoir plein d'opérations intéressantes comme le prix, il y a une réduction, il y a un ajout, il y a d'autres choses. Là, on met des console.log parce que c'est ce qu'on voit pour les cours 5 et 6. Donc, vous voyez, branche vraie et test. Si je force l'expression de test à être fausse, regardez qu'est-ce qui se passe. J'exécute seulement la branche qui suit le else, donc ce qui est dans les accolades qui suivent le else. Ceci. Et là, même chose, entre mes accolades, je pourrais mettre une ligne, 10 lignes, 100 lignes, ça n'a pas d'importance. J'attire votre attention, ligne 6, il n'y a pas de point-virgule, ligne 9, donc le else, aucune virgule, ligne 11, aucune virgule. Mais tout ce qui est à l'intérieur doit être terminé, point-virgule. Tout ce qui est à l'intérieur doit se terminer par un point-virgule. Maintenant, ce n'est pas très intéressant de faire des tests sur des valeurs statiques si l'expression est vraie. C'est certain qu'elle est vraie, je la mets vraie. Donc, en programmation, on va faire des tests avec des valeurs dynamiques. Ici, je pourrais faire un test. Est-ce que le client est membre d'Amazon Prime? Et là, ce qu'on va faire, on va simuler une certaine variable, une certaine valeur qui viendrait fort probablement d'une base de données. Donc, on est rendu dans des idées des cours 9, 10 et 11. Ce qui se passe quand vous êtes connecté à un site, vous avez une session. Vous avez un mécanisme qui permet de dire oui, je suis connecté ou non, je ne suis pas connecté. On appelle ça la session. Ça utilise des tokens. C'est plus avancé que ce qu'on verra. Et là, grâce à la session, vous êtes en mesure, mais le serveur est en mesure d'aller récupérer des informations sur votre profil et il pourrait dire oui, c'est un type de client Amazon Prime. Mais là, tout ça, je vais le faire avec des variables locales dans mon fichier parce qu'on n'a pas le mécanisme de session, on n'a pas la base de données. Donc, je simule ici une nouvelle variable, type de client. Et là, comme type de client, on aura soit Prime ou soit, je vais mettre soit Prime, c'est une chaîne de caractères, ou normal. Donc, là, j'invente ici, mais ce type-là serait dans une base de données et on récupérait ce type-là grâce au mécanisme de session. Donc, si le type de client est égal à Prime, et là, je vais juste mettre un signe d'égalité, volontairement faire une erreur. Ceci n'est pas un test d'égalité. On en a parlé tout à l'heure en 2.2. Lorsqu'on veut comparer l'égalité, c'est soit 3 signes d'égalité pour un test strict, mais dans le cadre du cours, on va se contenter de 2 signes d'égalité. Donc ici, on veut regarder, est-ce que le type de client est égal à Prime? Et ça, je vous le rappelle encore, j'insiste, ça c'est une assignation. Je voudrais assigner Prime à type client. Mais là, je veux tester leur égalité. Donc, est-ce que le type est égal à Prime? Et la réponse, c'est vrai. Si j'affichais juste ceci dans la console, je verrais true. Je vais vous le mettre ici, pour qu'on le voit. Console.log, le résultat de cette opération-ci, c'est un booléen. On l'a testé en 2.2. Donc, vous voyez, true pour la ligne 2 du fichier app.js. Donc, j'ai accroché l'onglet. J'enlève ma ligne ici. Ceci nous retourne true. Tantôt, on a fait l'expérience avec true à l'intérieur des parenthèses. Les lignes entre les accolades qui suivent le if vont s'exécuter et là où les lignes suivant les accolades du else ne s'exécuteront pas. Donc,
ici, ceci retourne vrai, et ces lignes-là devraient être exécutées. Je rafraîchis ma page, branche vrai et test. Parfait. Et là, la beauté, c'est qu'imaginez, là, bien évidemment, c'est écrit à la main, alors il faut que je le change à la main, mais imaginez que la base de données soit mise à jour parce qu'après 6 mois, l'utilisateur n'a pas fait son paiement ou a décidé de ne pas renouveler son membership Prime. Donc, ça vient d'une base de données, ce n'est pas écrit à la main, mais la valeur tombe à normal. Donc, le type de client, le client normal. Est-ce que maintenant, type de client se compare, okay? Est-ce que c'est égal à Prime? C'est faux. Okay? Et là, vous pouvez faire un console.log de cette valeur-là dans la console. Vous allez voir que ça retourne false, comme on l'a démontré en 2.2, okay? Quand on fait des tests de comparaison. Donc, je vois maintenant branche fausse. C'est comme ça que ça fonctionne, le if-else. C'est simple et compliqué en même temps. Il faut comprendre les subtilités. Je dirais la subtilité la plus difficile à saisir, c'est ce qui va déterminer quelle branche est exécutée et l'expression entre les parenthèses. Et cette expression-là doit toujours se résoudre à une valeur booléenne. Et là, je ne veux pas entrer dans des subtilités, donc on reste à ce niveau-là. Ici, la valeur booléenne, c'est grâce à un test de comparaison. Mais ça pourrait être un autre test, okay? Où je pourrais juste mettre la valeur statique. Ça n'a pas d'importance. Tant et aussi longtemps que ce qu'on a entre les parenthèses est une valeur booléenne. Maintenant, branche vraie, branche fausse. On revient à notre problème. Si le type de client est Prime, le prix total reste le même. Okay? Donc, je n'ai pas d'opération à faire. Par contre, si on tombe dans la branche où c'est un type normal, je veux ajouter 14,95. Et là, on a vu comment faire tout à l'heure. Sans créer de nouvelles variables, je peux utiliser mon prix total. Et là, je vais faire ce qui est tentant. Je peux dire prix total plus 14,99. Mais là, si je fais ça, je n'assigne pas cette valeur-là à ma variable. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, et c'est un peu difficile à saisir au début parce qu'on est tellement habitué aux mathématiques où on voit est-ce que prix total est égal à prix total plus 14,99 où on se demande c'est quoi l'égalité. Non, c'est une assignation. Donc, je calcule ce qui est à droite. Ici, ça sera 150 plus 14,99. Ça nous fera 164,99. Et j'assigne, grâce à ce symbole-ci, j'assigne le résultat à l'espace dans la mémoire qui s'appelle prix total. Parfait. On a couvert notre if-else. Avant d'ajouter les taxes, je sautais directement à afficher le montant final, console.log. Le montant final est... Et là, je pourrais utiliser la concaténation, comme on a vu. Je vous encourage à le faire pour vous pratiquer. Mais il y a un petit truc avec console.log. C'est de mettre plusieurs éléments qu'on veut afficher dans la console séparés par une virgule. Donc, le montant final est, virgule, et là, je mets prix total. Donc, au lieu d'avoir un premier console.log, un deuxième console.log, quand je sépare plusieurs éléments avec une virgule, je les aurai tous sur la même ligne. Regardons qu'est-ce que ça donne. Le montant final est 164,99. Aussi, okay, le console.log, quand on sépare avec une virgule, il nous fait un formatage, par défaut. Il nous met un espace. Mais là, ne prenez pas pour acquis qu'avec la concaténation, c'est la même chose. Au contraire, si j'avais utilisé la concaténation sans mettre un espace ici, mon 164,99 serait collé sur ma chaîne de caractères. Donc ça, c'est fait, ça fonctionne. Maintenant, on va ajouter les taxes. Donc, tout à l'heure, on n'aura pas 164,99, on aura un montant plus élevé. Oups. Prix total est égal, et là je l'explique plusieurs fois, donc je vais aller plus rapidement, à prix total. Et quand je dis prix total est égal à ceci, je devrais plutôt dire prix total fois, j'arrondis ça à 1,15 pour avoir les taxes. Prix total fois 1,15 est assigné à prix total. Et regardons, au lieu de 164,99, on a 189,73,85. Et là, je pourrais arrondir ça, je pourrais ajouter un signe de dollar. Pratiquez-vous si vous êtes curieux. Okay, mais le but de la démo, c'est vraiment de regarder la condition ensemble. Alors, la branche fausse est exécutée.
On a ajouté le 14,99 et on a le prix total. Maintenant, on va tester notre algorithme. On va regarder avec Prime quel serait le prix final. Je sauvegarde, je rafraîchis et en passant par la branche vraie, donc en n'additionnant pas le 14,99, j'obtiens un montant final de 172,5, donc 50 sous. Voici la condition. On va s'assurer d'avoir tout couvert et ensuite on repassera au diapo. Il y a un exercice à faire. Donc, fichier de départ vide, JavaScript vide, prix. OK, bon, les mots-clés let et constant peuvent être utilisés, mais ici, pour le cours, on se sert toujours de var pour ne pas parler de la portée des variables. Affichons à la console, ça c'est fait. Bon, là, on a utilisé un autre exemple. OK, on a dit 20% pour les achats supérieurs. Moi, je me suis plutôt inspiré de ce qu'on avait dans les diapos ici. L'utilisateur est-il membre d'Amazon Prime? Donc, c'est un autre test. Ça peut être une belle opportunité de vous pratiquer si vous voulez l'essayer. Et on affiche le prix dans la console. La syntaxe, on en a parlé en détail. Voici la condition, le if-else. Ça a été couvert déjà, c'était l'introduction. Vous avez aussi un résumé de la syntaxe. Et je veux vraiment insister. Ceci est une syntaxe de langage. Okay? Mais l'idée, le concept derrière ça, c'est la condition. Dans un autre langage, okay, je dirais que la plupart des langages utilisent le if-else, mais vous pourriez avoir une autre syntaxe. Vous pourriez avoir, je ne sais pas moi, if, sans les parenthèses, un 2 points à la fin, et là, avoir une indentation qui est obligatoire pour tout ce qui est à l'intérieur, mais pas d'accolade, pour avoir une autre façon d'écrire le if-else. Ça, c'est spécifique au langage. Mais peu importe le langage, ça nous prend absolument la sélection, donc la condition, pour être en mesure d'écrire des algorithmes. Okay? C'est un des blocs unitaires fondamentaux. C'est fait. À votre tour d'expérimenter avec le if-else. L'exercice est ici. 2.3 exercice, vous avez deux fichiers de départ. Et là, ici, ces fichiers-là sont inspirés de ce qu'on a fait en 2.2, pardon. Il va y avoir quelque chose de difficile dans 2.3, c'est trouver comment bien exprimer le test. Okay? Donc, l'expression entre les parenthèses qui suivent le if. Et souvenez-vous, on doit utiliser quelque chose, donc une expression qui retourne un booléen. Et la méthode, donc l'action que vous allez utiliser, on en a parlé pour les tableaux en 2.2, mais toujours en programmation, ce qui est difficile, c'est de prendre deux idées différentes, les combiner ensemble pour faire un assemblage. Okay, donc, allez-y, essayez-le. Moi, j'ai appuyé sur pause, je vais préparer les fichiers de solution, comme ça va être prêt quand je vais vous faire la solution, et on se revoit pour la solution. Alors, voilà de retour. J'ai pris les fichiers de départ, je les ai copiés-collés dans deux fichiers que j'ai appelés solution.html et solution.js. Ça fait changement de app.js, mais comme j'ai dit au début du cours, le nom du fichier n'a pas d'importance, c'est juste son extension. Donc, j'ai changé ici le lien pour solution.js. Je veux juste vous parler ici d'un petit truc relié à Sublime Text. Donc, je vais le désactiver. Souvent, on a des fichiers avec des lignes qui sont assez longues et parfois, c'est le cas pour les descriptions ici. Si vous voulez mieux voir, ou du moins selon moi, vous avez une option dans Sublime, View, Word Wrap. Je pense que j'en avais pas encore parlé à cette session-ci. Donc, vous avez accès au Word Wrap. Ça permet de mieux voir les lignes qui sont longues. Donc ça correspond à notre solution 2.2. Je vais ouvrir la description ici. OK. J'ai chargé dans le navigateur solution. Donc, on voit les trois lignes qui sont ici. Donc, ça, c'était tout ce qui était fait en 2.2. Allons-y. 1. Prenez les fichiers de départ. Parfait, c'est fait. Dans le fichier JavaScript, définissez une variable prix article pour stocker le prix de base de l'article. Donc, je viens ici. Là, ça se peut que vous l'ayez mis en haut, en bas. Moi, je vais le mettre à la suite. Donc, je vais mettre solution 2.3. Mais si vous trouviez ça plus clair de le mettre à un autre endroit, pour une raison qui est spécifique, il n'y a pas de problème. Donc, var, prix article. Et là, on va mettre
Est-ce qu'il y avait une... Non, il n'y avait pas de requis. Je vais mettre 50 $. Justement, j'ai dit 50 $, mais vous ne devez pas mettre le dollar. Sinon, ça devient une chaîne de caractères, vous devez mettre les guillemets, et là, les mathématiques ne sont plus possibles. Donc, var prix article est égal à 50. Mettez en place une condition if-else permettant de valider si le pays de destination permet une livraison gratuite. Et là, ça semble simple, mais il faut utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, le includes. Je ne peux pas couvrir en détail comment fonctionne le includes, étant donné que ça a été couvert. Donc, si pour vous, ce n'est pas clair, retournez à ça. Je veux quand même vous donner un petit truc. Okay. On sait que l'expression entre les parenthèses du if devra retourner une valeur booléenne. Donc, il n'y a rien de mal à faire un premier test sans le if-else, juste faire un console.log et tester notre includes, voir comment il va fonctionner. Donc, je vais prendre mon tableau des pays pour lesquels la livraison est incluse. Je vais tester pour voir s'il contient une valeur spécifique, donc .includes. Et je vais tester pour... En fait, je vais commencer pour une valeur statique. Je vais dire, est-ce que le tableau des livraisons incluses, des pays de livraison incluse, contient Cannes? Regardons pour la ligne 22 ce qu'on va voir dans la console. True, c'est vrai. OK, parfait. Si je mettais un autre pays, je ne sais pas, la France, sauvegarde, ce serait false. Mais là, au lieu d'une valeur statique, je vais me servir de mon pays d'expédition. Donc, mon pays d'expédition contient une chaîne de caractères. Ici, c'est Cannes. Donc, je passe une chaîne de caractères sous un format d'une variable pour que ça change automatiquement lorsque je vais changer sa valeur ici. Je fais le même test, c'est true. Et si je venais changer le pays d'expédition pour FAR, donc est-ce que le tableau, la liste des pays de livraison est incluse, contient le pays d'expédition? Ici, France n'en fait pas partie. Je vais voir false. Et là, je peux conclure que ce que j'affiche dans la console, ce qui est entre les parenthèses du console.log, peut être utilisé pour un test, pour écrire une condition. Donc ça peut venir directement dans les parenthèses de mon if, les parenthèses qui suivent le if. Alors, je vais écrire un if avec un else. Ça, c'est la syntaxe de base. Vous allez toujours écrire ceci, à part s'il n'y a pas le else. Des fois, on a juste besoin de faire un test. Si quelque chose est vrai, on fait une action. Et il n'y a pas d'action si ce n'est pas vrai. Ça peut arriver aussi. Donc, parfois, on a juste un if. Des fois, on a un if-else. Il y a des structures plus avancées. On n'en parlera pas dans le cours, mais on peut avoir des if, else-if, 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 et là, un else à la fin. Mais ici, on voit le if-else. Alors, je vais prendre ceci et je vais le mettre entre les parenthèses. Et là, je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. J'aurais très bien pu créer une variable temporaire que j'appellerais test inclusion. Et cette variable-là contiendrait un type booléen. Donc, j'assignerais, ça serait tout à fait valide comme code, j'assignerais soit vrai, soit faux, donc le résultat de mon .includes. J'assignerais le résultat de ceci à une nouvelle variable test inclusion. Et là, je pourrais à la place tester la valeur de test inclusion. Okay? Tant et aussi longtemps qu'ici j'ai une valeur qui est booléenne, ça va fonctionner. Donc, rien qui m'empêche de stocker temporairement, d'assigner temporairement le résultat de ceci à une variable. Là, ce n'est pas requis. Je dirais même que ce n'est pas utile parce qu'on ne va pas réutiliser cette valeur-là plus loin. Mais parfois, en jQuery ou dans d'autres scénarios, on a une expression qui est complexe et plutôt que de la copier-coller à plusieurs endroits, c'est préférable de la stocker dans une variable avec un nom clair et de réutiliser cette variable-là à plusieurs endroits. Donc, je fais un test. Ici, j'enlève mon console.log. Vous pouvez laisser vos console.log si ça vous aide quand vous écrivez le code. Et je fais console.log. Le pays est inclus. Sinon, le pays, et là c'est une belle opportunité de changer des guillemets, parce que quand je vais écrire le pays n'est pas inclus, j'ai besoin du guillemet simple. Faisons un test. Pour France, laquelle des deux branches est-ce que je vais voir? Je devrais voir celle-ci, parce que mon test ici devrait
retourner faux, false. Le pays n'est pas inclus. Là, si je change la valeur en haut ici, et là j'insiste, ok, je l'ai dit tantôt pour l'exemple, pour la démonstration plutôt, mais là on tape ça à la main, mais dans la réalité, tout ça viendrait d'une base de données ou d'une autre source de données quelconque, et on n'aurait pas à l'écrire à la main. C'est juste que là, on n'a pas encore accès à ces idées-là qui sont plus avancées. J'ai mis Cannes, le pays est inclus. OK, parfait. Prochaine étape. Si la livraison est incluse, afficher dans la console un message. Si on l'a fait, c'est notre petit message tout simple. Si la livraison n'est pas incluse, afficher un message en 4.1, c'est fait. Ajouter le tarif de livraison au coût de l'article. Là, vous avez le choix. Soit vous créez une nouvelle variable. OK. Moi, j'ai réutilisé la même variable. Et vous allez voir pourquoi c'est préférable de la réutiliser. Je vais dire prix article est égal à prix article plus tarif de livraison. Donc, je prends ce qui est à droite, je l'assigne ce qui est à gauche. Je l'assigne à ce qui est à gauche. Parfait. Si j'avais voulu utiliser une nouvelle variable, donc si je mets en commentaire cette ligne-ci et je fais var prix final est égal à prix article plus tarif de livraison non incluse, je me retrouve dans une situation où prix final va être défini ici, ok, ou du moins sa valeur va être définie à la ligne 27, mais à la ligne 23 ou à l'intérieur de la branche du if plutôt, la variable prix final n'aura pas de valeur. Donc je ne pourrai pas utiliser ici console.log prix final en étant garanti d'une valeur pour prix final. Donc là, il aurait fallu faire quelque chose d'autre. Il aurait fallu faire, OK, bien ici, var prix final va être simplement égal à prix article. Et là, c'est une ligne qui est inutile, donc c'est moins bon. Il y a avec d'autres idées plus avancées, on pourrait faire quelque chose encore mieux, mais on ne va pas introduire ça ici pour garder ça simple, ou même dans le cadre du cours. Alors, la meilleure solution était celle-ci. Parfait, ça c'est fait. Afficher dans la console le prix final de l'article, que la livraison soit incluse ou non. Console.log, le prix final est, virgule, prix article. On sauvegarde. Je vais rafraîchir ma page. Le prix final est 50, parfait, parce que la livraison était incluse. Mais si je mets France, je devrais voir 75. Prix final est 75 et mon message ici est le message de la branche du else. Alors voici la solution finale. Var prix article est égal à 50. On fait un test pour regarder si notre tableau contient une certaine valeur. Si oui, on affiche dans la console un message. Sinon, on affiche un message différent et on ajoute le tarif de livraison non incluse à prix article afin d'assigner cette nouvelle valeur-là à l'espace dans la mémoire qui s'appelle prix article. À la toute fin, on affiche le prix final dans la console, peu importe la branche qui a été utilisée. J'ai enlevé quelques espaces. Donc ça, c'est notre algorithme. C'est une suite non ambiguë et claire d'opérations avec un résultat qui est déterministe. Voilà, c'est ce qui conclut 2.3, l'introduction à l'algorithmie, la présentation de la sélection ou de la condition, appelez ça comme vous le souhaitez. Moi, j'appelle ça la condition ici. Et on va se voir en 2.4. 2.4, c'est une capsule qui va être assez courte, c'est une démonstration qui n'est même pas une démonstration de code, c'est juste une démonstration de ce que JavaScript va nous permettre de faire rendu au cours 7 et au cours 8, dans le but de vous rassurer qu'on ne fera pas juste des consoles.log, on fera des choses un peu plus intéressantes, on va manipuler des éléments, les rendre interactifs. Donc 2.4, je vous démontre quelque chose en quelques minutes et on termine le cours. Merci beaucoup de votre écoute et on se voit en 2.4.